la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit Citoyen. Bienvenue à tous, nous sommes en direct, nous sommes le lundi 16 mars, il est 21h04, nous sommes en direct pour l'émission Quartier Général, parce que ce soir c'était important de faire une émission en direct suite au discours du président Emmanuel Macron, et on va en revenir d'ici à l'instant. Et ce soir avec moi pour animer cette émission, Nicolas. Bonsoir Vincent. Il va se présenter de lui-même. Oui, je m'appelle Nicolas Farkas. Je suis gilet jaune depuis 1 an et demi. Dans le civil, quand je travaille, je suis informaticien. Voilà, je travaille actuellement à la SNCF. Un point de vue intéressant sur le monde à certains moments, mais on parlera pas de ça ce soir. Voilà, tout à fait. On va parler des annonces de Emmanuel Macron. Donc l'émission, elle va se composer en 2 temps. On va consacrer 30 minutes sur une certaine analyse, et dans la deuxième partie de cette émission, on va permettre à ceux qui veulent éventuellement participer à cette émission de nous appeler et en direct de pouvoir échanger avec nous. Alors justement, on va pouvoir relativiser par rapport à ce qui a été dit. Comment on pourrait justement relativiser tranquillement sans qu'on parle Déjà, je pense que pour que le débat soit serein entre nous, ça va bien se passer, mais pour nos auditeurs, étant donné la panique générale induite en partie par le gouvernement, en partie par le virus en lui-même, et ce qu'il faut dire là, c'est que c'est indécidable, hein, c'est-à-dire que nous, on n'est pas experts, je ne suis pas médecin, on va pas discuter la réalité ou non de cette menace, encore que, mais pas sur des bases nécessairement médicales, je pense. Non, on va parler du point de vue voilà. citoyen et Voilà. analyser par rapport justement à la situation actuelle, le comportement des gens en général face aux annonces, et par rapport justement au fait qu'ils prennent peur de plus en plus, voyant ce qui s'est passé en Chine et voyant ce qui s'est passé également en Italie. Voilà, moi, je vais donner peut-être ceci étant dit, voilà, sur la panique des gens, les comportements, etc. C'est pas l'idée de parler des comportements individuels. Moi, ce qui me choque profondément, parce que ça me choque, c'est notre comportement collectif. Pas seulement notre comportement collectif en tant que Français, notre comportement collectif en tant qu'Occidentaux. C'est-à-dire les réactions françaises, européennes, américaines, ce qu'on appelle l'Occident, le Nord, le Sud, voilà. Et quand on parle de relativisation, c'est difficile dans ce moment, hein, en fait, hein, où tout le monde est en panique, de prendre autant de recul. Je ne sais pas quelles seront les réactions des auditeurs et des gens, mais je crois que c'est vraiment nécessaire de le faire parce qu'il se passe des choses, à mon sens, très très graves. D'autant plus que c'est nouveau, puisqu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant, nous on n'a pas eu cette génération de la Seconde Guerre mondiale, donc forcément ça fait un peu peur pour certaines personnes suite à ce qui s'est passé dans d'autres pays, puis notamment les films un peu catastrophes. C'est possible, possible. Ça peut jouer aussi sur l'inconscient collectif. On va pas partir non plus dans la psychologie des foules ou ce genre de choses. Moi, ce qui me scandalise, qui me choque, je suis atterré en fait, c'est quand on se pose un peu 2 secondes et qu'on regarde simplement les chiffres en fait. Moi, il y en a un que je reprends souvent ces derniers temps, c'est il y a un enfant de moins de 10 ans qui meurt toutes les 10 secondes sur cette planète de la faim ou des conséquences indirectes de la faim. J'ai fait le calcul, ça fait 8640 par jour depuis des dizaines d'années, en fait. Et quand on voit la réaction de nos dirigeants, la réaction de nos sociétés, en fait, pour ne pointer personne, comme j'ai dit, on ne va pas pointer ni les individus, ni les citoyens, ni les dirigeants. En fait, c'est une réaction globale de nos sociétés. Moi, je nous trouve indécents, comme si on ne se sentait plus vu par le monde, en fait. Ils ont la télé, ces gens là-bas, en fait, hein. Ils doivent voir. Il y a eu, je rappelle, on vient de passer à peine les 6000 morts à l'échelle de la planète sur coronavirus. Donc, moins qu'en un jour, des enfants de moins de 10 ans qui meurent, en fait. C'est un premier élément de relativisation qui peut être difficile à entendre dans les moments de panique, quand on a peur pour soi, pour ses proches. C'est parfois difficile,
Mais ce que je trouve choquant, moi, c'est que ça n'est pas dit. Ça n'est pas dit. Ça n'est pas dit par les experts, ça n'est pas dit par les journalistes, ça n'est pas dit par notre bon président, petit père des peuples. Parce que l'objectif, c'est de relativiser par rapport justement à des exemples qui sont concrets. Il faut pas prendre peur en France parce qu'il y a quand même pire ailleurs. Alors ça c'est peut-être pas une bonne façon de le dire, si tu veux, parce que moi j'aime bien synthétiser. En tant qu'individu, quand on est en panique pour soi-même, on s'en fout de ce qui se passe dans le reste du monde. Donc c'est ça qui est difficile à dire. Et les journalistes, comme tout l'espace médiatique de nos élites, comme on les appelle depuis une dizaine d'années, moi je comprends pas vraiment pourquoi, mais c'est qu'ils vont tous dans le sens du vent de cette panique qu'ils alimentent. Donc, je veux dire, ils alimentent la panique, on est de plus en plus en panique, il y a un phénomène d'auto-emballement qui commence à ressembler, pour moi, à ce qu'on a pu discuter ces derniers temps avec la collapsologie, la fin du monde, voilà, tout va s'effondrer, etc. J'ai un petit peu l'impression que c'est ce qui est en train de se passer là et on s'en rend même pas compte, en fait. Alors, est-ce qu'on a peur, justement, est-ce que les gens, dans l'inconscient collectif, ils ont peur, justement, d'un effondrement dans le monde? Et c'est cette peur d'un effondrement hypothétique qui est en train de créer un effondrement réel. En fait, la bourse aujourd'hui, elle a clôturé à moins 5% en France, je crois, en passant par des phases de moins 10. Et aux États-Unis, ça a fermé à moins 9 et des bananes. Sachant que c'est le résultat d'aujourd'hui. Hein. Voilà. La bourse en France, le CAC 40 a dégringolé de pas mal de sous les 4000 points. On est passé sous les 3800 points. Alors qu'on était à monter à 7000. Il y a 20 ans, je me rappelle, quand on disait on est sous la barre fatidique des 3800 points, c'est qu'on était dans la merde. Il y a 20 ans. Donc, sachant qu'il y a de la croissance, il paraît, en fait, quand on vient d'effacer, là, 20 ans de croissance, en fait. Je veux dire, cette panique-là, elle est en train de créer les conditions d'un nombre de morts beaucoup plus élevé, sur le, même pas long terme, sur le moyen terme, c'est-à-dire à l'échelle de quelques mois, quelques années, beaucoup plus important. En 2008, la misère créée par la crise économique, qui était absolument pas de la même ampleur, je crois qu'on peut déjà le dire, comme tu le rappelles, c'est pas juste aujourd'hui que ça a baissé, c'est la semaine dernière. Et la semaine dernière, on était déjà à moins 20% en agrégé depuis le début de l'année. Donc voilà, sur un mois en cumulé, je crois que j'ai vu ça, le Dow Jones, il a perdu près de 30%, je crois. Ouais, bon, on n'est pas trop là pour parler de la bourse. Oui, mais c'est juste pour donner un exemple, c'est que la réaction des gens par rapport à une situation qui est quand même bénigne en soi aujourd'hui, puisque si on compare par le nombre de morts qu'il y a dans les pays du tiers-monde, puisqu'on parlait justement de ces enfants qui sont morts tous les jours sur une moyenne de 8500, c'est ça? Oui. Moi, je me demande dans quelle mesure on n'est pas en train de créer la panique qui va créer l'engorgement dans les hôpitaux, en fait. Alors ça, pareil... Surtout qu'en Italie, apparemment, ça a dépassé la barre des 2000 morts. Donc, par rapport à une population assez comme la France, 66 millions, 2000 morts et comparé par la grippe saisonnière, c'est pas grand-chose. Il faut prendre des comparaisons. La grippe saisonnière à l'hiver 2017-2018 en France, c'est 13 000 morts. 13 000 morts. C'est ça, chaque année. Alors, bon, si on parle des prévisions catastrophistes des médecins, ils disent eux-mêmes, quand ils parlent de 300 000 morts, ils disent c'est le pire du pire des scénarios. Et ils disent eux-mêmes qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai regardé l'intervention d'un médecin chef. Sachant qu'on est dans un stade justement de prévention. Oui, mais est-ce que la prévention qu'on met en place dans un mouvement de panique, elle va pas faire plus de mal que la maladie elle-même? C'est ce qu'a rappelé justement le président Macron. Il a dit justement qu'il fallait avoir un certain bon sens par rapport à ce qui se passe actuellement et justement employer des gestes. Mais Macron, il a créé la panique. On parlera peut-être de son intervention un peu après. Mais pour replacer le cadre plus général. Et arriver à ce qu'on discutait cet après-midi, je pense que c'est important qu'on l'évoque. Avant ça, je voudrais remettre un autre point de comparaison. On verra plus tard. On va pas discuter. On raisonne pas à une panique en fait. Donc ça sert à rien. On relativise, on donne des chiffres et puis après on verra. Moi, il y a un point qui m'intéresse, même si ça peut être des raisonnements cyniques et francs. En Angleterre aujourd'hui, ils ont pris la décision de ne pas faire de prévention. Voilà. Quand on arrive à 60 à 75% de gens contaminés dans la société, en fait, l'épidémie s'arrête toute seule parce qu'il y a assez de gens qui sont immunisés pour pouvoir
mettre fin à l'épidémie. Et comme ils l'ont indiqué justement, c'est que on peut s'immuniser en contractant justement le virus. C'est là où c'est discutable parce que les médecins ils ne savent pas eux-mêmes. Hein. Le médecin-chef de je ne sais plus quel hôpital parisien, qui est un grand médecin reconnu sur les trucs. Je l'ai vu ce matin, il était interviewé sur LCI. Il disait c'est un peu couillu comme méthodologie parce qu'on ne sait pas si le corona, une fois que tu as été infecté, tu es vraiment immunisé. C'est possible que tu puisses être infecté sans gagner l'immunité. Alors, on verra. Ça nous fera un point de comparaison, voilà. Mais dans le futur, là, on parle du futur. On fait juste une parenthèse parce que vous êtes nombreux à nous écouter sur la web radio Droit Citoyen, sur l'application Orange Mobile et radio.fr, et également en Facebook Live, puisqu'on est en direct sur Facebook Live. Sachez une chose, c'est que cette émission n'a pas pour objectif de vous foutre la trouille. Non. Cette émission, elle a pour objectif de relativiser et pour vous faire comprendre qu'il faut arrêter de regarder ce qui traîne sur les réseaux sociaux et arrêter de regarder en boucle les chaînes d'information. Il n'y a pas mieux que pour vous foutre la trouille. Moi, je parle de mon expérience. 15 mois aux urgences adultes au CHU Nord. Je sais ce que c'est puisque nous avons la grippe. Donc, je sais quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Ces mesures, moi, je les adapte au quotidien et malgré tous les microbes, tous les virus, toutes les maladies qui pouvaient traîner aux urgences, je n'ai jamais été malade. Oui, et pourtant, aux urgences, on trouve tout et n'importe quoi. Ouais. Simplement, c'est que il faut pas s'alarmer, il faut avoir du recul et pas aller vider les rayons des magasins, ça ne sert strictement à rien. Sauf à créer des pénuries. Oui. Voilà. Et à renforcer la panique. Voilà. Alors moi, j'ai fait mes courses, mais tranquillement comme d'hab. Hein. Je veux dire, j'ai pris ce qu'il y avait, mais bon, j'ai pas cherché à remplir mon frigo. Moi, j'y vais 2 fois par jour. Enfin, pardon, 2 fois par semaine, ça me suffit amplement. Et je n'achète pas des rouleaux de papier cul. Voilà, j'ai le nécessaire. Point barre. Oui, c'est sûr. Pour revenir à ce qui voilà, le point de comparaison de l'Angleterre, ça sera un point de comparaison, mais plus tard. En attendant, voilà. Mais eux, ils choisissent quand même. Ils sont pas complètement débiles. Hein, ils choisissent cette option-là. C'est pas pour que tout le monde meure en Angleterre. Hein, c'est qu'ils ont des raisons raisonnables de choisir ce qu'ils choisissent. Les Anglais sont pas connus non plus pour être des gens suicidaires. Hein. Donc voilà, eux, ils se lancent pas dans les grandes déclarations, la main sur le cœur, que a pu faire ce soir et jeudi dernier notre président de la République. Ouais, surtout qu'il il a utilisé un ton assez inquiet, alarmiste, et ça, je pense que c'était pas forcément le bon ton qu'il fallait employer. Non, surtout quand en fin d'intervention, il dit mais les gens paniquent, c'est quand même pas bien. Moi, ça a tendance à m'agacer un petit peu. Mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur ce qui se passe d'un point de vue politique, en fait. C'est-à-dire que indépendamment de la maladie, est-elle grave ou pas, va-t-elle tuer 1000, 2000, 5000, 10 000, 200 000 personnes en France, je veux dire, on peut pas le savoir. Voilà, on a chacun nos opinions. Moi, je pense et j'espère surtout que ça en tuera le moins possible. Hein, je veux dire qu'on en est tous là. Mais sur la stratégie gouvernementale, ce qui s'est passé là dans les 2 dernières semaines, dans la dernière semaine en fait. On avait des médecins en début de semaine dernière qui disaient exactement ce qui est en train de se passer, et c'est des gens qui sont conseils du gouvernement. C'est-à-dire que la montée en flèche de nombre de contaminés et du nombre de morts était prévue dès le début de la semaine dernière, voire avant. Donc ils le savaient. Il y a 2 options en fait. Soit ils sont en panique et ils sont incompétents, et c'est grave, soit ils sont cyniques, et c'est grave. Entre les deux, ça doit être un mix, hein, mais quand jeudi, le président de la République nous fait une annonce qui fait peur, mais pas trop, il fait le bon flic, Édouard Philippe, il arrive la veille du vote des municipales, donc, et là, il met tout le monde en panique samedi soir. Voilà. Est-ce que c'est du cynisme? Est-ce que c'est de l'incompétence? Un mix entre les deux. Le résultat, c'est qu'ils ont saboté les élections municipales, et à mon sens, délibérément. Et alors justement, ça, c'est très grave. Nous, on s'est demandé à Droit Citoyen si c'était pas une stratégie du président Macron de maintenir les élections le premier tour, sachant qu'on allait à un moment donné mettre en place un confinement. Et que samedi, Monsieur Philippe dit que tous les commerces
non nécessaires à la vie. Chacun se fera son mix, son intuition. Moi, j'ai pas d'avis définitif sur la question. En fonction que tu places le curseur, disons, ici on a le cynisme, ici on a l'incompétence. Si t'es plus proche du cynisme, t'es plus proche du complotisme. Si t'es plus proche de l'incompétence, t'es plus proche de leur crétinisme en fait. Si vous aussi vous voulez commenter cette vidéo, sachez que vous pouvez le faire, hein, puisqu'on lit en direct ce qui se passe, et notamment Fabrice Devesa, à qui on salue, qui dit justement dans cette période d'angoisse généralisée, cela fait du bien de vous écouter, cela permet de prendre un peu de hauteur par rapport à ce qui se passe. Merci les gars, et c'est le but de cette émission. Merci à toi, Fabrice. Ne pas paniquer, ça ne sert strictement à rien. C'est même contre-productif en fait. Oui. C'est même plus. Moi je trouve ça un peu dommage. Franchement, on a cru qu'on était dimanche aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ça va être le cas pendant 15 jours là, hein, minimum. Ouais. Donc un ralentissement de la vie économique, c'est pas forcément bon pour tout le monde. Ah non, mais ça c'est sûr. On en connaît les effets en fait. Hein. Pour faire une digression sur la bourse, parce que c'est lié en fait. Hein. L'effondrement économique, on va le payer. En 2008, on l'a payé en service public. Voilà. Là, je pense qu'ils ont compris qu'ils pourront pas donner des centaines de milliards en tout cas, aux banques. Les actionnaires, ils vont être gratos. Ils vont pas être contents. Mais sûr. Ils vont en distribuer, c'est-à-dire que sur 100 milliards, ils vont en donner un à la population. Voilà. Donc ils vont nous associer à leur magouille pour qu'on accepte les choses en fait. Que ce soit moi je parle pas complotisme, hein, que ce soit un calcul cynique ou que ce soit de l'incompétence ou de la crétinerie, enfin on l'appelle comme on veut en fait. Hein. Voilà. Donc moi je suis entre deux. Hein. Je pense ils ont fait suffisamment preuve de leur incompétence et de leur bêtise quand on voit des gens comme Castaner dans leur expression, quand on voit des gens comme Marlène Schiappa, quand on voit des gens comme Muriel Pénicaud qui bafouille à toutes ces interviews. Elle a du mal à maîtriser ses sujets. On comprend pas une phrase. Donc, voilà, la seule chose qu'elle a su dire, c'est que il y avait un report de la réforme de l'allocation chômage. J'ai même pas regardé. Oui, alors moi, qu'est-ce qu'elle a dit apparemment, ça devait être prévu pour le mois d'avril, c'est reporté pour le mois de septembre. Ah oui, ça j'avais entendu la nouvelle. Ouais. Mais t'as compris quand elle a expliqué, c'était clair ou pas? Pour une fois, oui. Ah ouais. Ok. Quand ils essayaient pas de nous enfumer, ça se passe mieux. Ouais. Ben là, il y a aussi du cynisme, effectivement. Hein. De toute façon, elle, c'est évident aussi. On se demande comment elle a été patronne d'entreprise, franchement. Oui. Bon, pour revenir à la bourse a dévissé quand même de 20% depuis la semaine dernière. Ouais. Malgré la mobilisation des banques centrales, le risque de récession est élevé. Donc là aussi, on essaye de nous faire peur économiquement. Mais en fait, je pense que ça les dépasse. Moi, je pense que ça les dépasse. On est dans un cadre, c'est ce que j'essayais de dire au début, on est dans un mécanisme de déni collectif de notre mode de vie bourgeois et petit bourgeois, parce que globalement, à l'échelle de la société française, on a des gens qui sont riches, moyennement riches, pauvres, moyennement pauvres. Par rapport à la globalité du monde, nous avons tous, ou quasi tous, un mode de vie bourgeois. Il y a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Ça c'est ce qu'on appelle le quart monde. Il y a un mec qui a écrit un bouquin, je me rappelle plus son nom là, comme ça, sur la tropicalisation du monde. C'est l'étape d'après le quart monde. Donc ça n'est pas vrai pour tout le monde. Si les gens qui nous écoutent, il y a une proportion, 1/6 de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc forcément, voilà. Mais pour le reste de la population, on vit très très bien. On vit comme des bourgeois en fait. Et ça c'est une chose qui. D'ailleurs, on le voit hein, parce que les magasins se font dévaliser, donc les gens ils ont quand même de l'argent. Oui, s'endettent. Oui, alors pour certains, je pense qu'il y en a qui s'endettent, mais généralement, les gens qui remplissent le caddie, il y en a qui ont quand même de l'argent, c'est sûr. Et ceux qui ont plus d'argent que ceux qui sont sous le seuil de pauvreté ont des possibilités que les gens qui n'ont pas la possibilité de cantiner, de faire des réserves, sont encore une fois de plus les bien plus sûr, c'est touchés. toujours les plus pauvres qui payent, de toute façon. Hein, ça, c'est le système néolibéral. On dit bonsoir aussi à Zoé qui nous a rejoint. Bonsoir Zoé. Bonsoir Zoé. Donc vous êtes 37 à nous suivre, en tout cas sur Facebook Live. Merci de nous rejoindre. Donc on reprend cette émission par rapport au coronavirus. Et pour relativiser sur cette pandémie et de vous faire comprendre qu'il faut arrêter d'écouter ce qui se passe à la télévision et que vivez tranquillement chez vous, c'est un fait puisqu'il va y avoir du confinement et c'est tant mieux parce que ça permet de se préoccuper de plein de choses, de regarder la télé, de faire ses papiers,
de jouer avec ses enfants, donc c'est pas forcément si terrible que ça. De lire les livres qu'on n'a pas eu le temps de lire depuis longtemps, d'autant plus qu'il y a de quand même se poser, de ralentir en fait. Ouais. On souffre dans cette société surtout néolibérale, après les une municipales. accélération du temps qui est après les municipales, ça fait 20 ans, 50 ans que le temps s'accélère. Peut-être spécifiquement depuis l'apparition d'Internet, en fait, ça accélère les temporalités des rythmes sociaux. Et oui, parce qu'on on vit connecté en fait. Justement, on va faire une petite parenthèse parce que j'ai la maman d'une jeune fille de 14 ans qui m'a appelé cet après-midi pour me dire que elle était continuellement scotchée sur les réseaux sociaux et eux, ils faisaient vite l'amalgame avec l'effondrement, la fin du monde, que c'était fini, on fermait les écoles, on fermait les cafés, on fermait les théâtres, on fermait les cinémas. Donc la panique a gagné les enfants, c'est ça que tu entends dire? Ouais, les ados, ouais. Bah, ils ont pas beaucoup de recul, hein, parce que bon, ils échangent entre eux, ils se posent aussi des questions. Et le discours qui est fait les rassurer aussi. Hein. Ouais, mais le discours qui est fait par les politiques, justement, il est pas fait pour rassurer les adolescents. Il est fait pour rassurer les adultes. Et même les adultes qui ont du mal à comprendre ou vers où on se va, comment peut-on justement expliquer ça aux plus jeunes? Alors là, c'est un peu compliqué. Moi, je sais pas spécifiquement comment expliquer aux enfants. Je pense que c'est assez simple. Je suis pas sûr. Non, mais aux adolescents voilà, déjà. Les adolescents. Bah, après, c'est des conversations un peu plus longues. Hein. C'est ce qu'on est en train de faire là ce soir. Hein. Donc, si ça vous rassure en tant qu'adulte, c'est vous qui saurez. Vous pouvez le faire écouter à vos ados. Hein. Je veux dire, il y a pas de souci. Hein. Ouais. Après, ce qui est bien aussi, c'est d'être avec eux et de parler un peu de tout ça. Et oui, évidemment. Et arrêter de regarder des films sur le. Alors les films catastrophes, ça peut être une façon d'exorciser. Il faut pas les regarder au premier degré. Quoi. Voilà, c'est du cinéma, c'est pas la réalité. Quoi. Il faut pas oublier. Mais moi, on a un peu l'impression que la réalité dépasse la fiction. Là. Les scénaristes d'Hollywood, ils ont pas pensé des scénarios comme ça. Je veux dire, par contre, des écrivains de science-fiction, des gens comme Foucault qui ont pensé le biocontrôle. Oui, il y a des penseurs qui ont pensé ce genre de mécanisme. Et c'est ça qui est très effrayant en fait. C'est ce sur quoi. Bon, après le mécanisme du déni, moi j'étais parti sur le déni collectif là tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la bourgeoisie en nous. On a 200 ans d'éducation bourgeoise dans les pattes en France, hein, en fait quand même. L'éducation, pas l'instruction. Faut faire la différence entre l'instruction, qui est apprendre les bases, c'est-à-dire lire, écrire, compter, les savoirs scientifiques, etc. Et l'éducation, qui est forcément une éducation à la morale. Si on est éduqué à la morale bourgeoise. Et c'est ce mode de vie-là, ça fait des siècles qu'on vit dans le déni de l'exploitation du tiers-monde. Il y en a certains qui en ont conscience, mais on y pense de temps en temps. Enfin, je veux dire, mon téléphone, là, voilà, ce téléphone, il a nécessité du travail d'enfants en Afrique. Des enfants qui ont travaillé pour les minerais, en Chine probablement, puis si c'est pas des enfants, c'est des prisonniers politiques qui ont travaillé gratuitement. Voilà. Tout notre mode de vie, pour prendre que cet exemple-là récent, hein, mais enfin, je veux dire, la traite, l'esclavage avant, etc., etc. Notre mode de vie bourgeois est basé sur l'exploitation et sur la domination. Voilà. Et on arrive en ce moment, avec toutes les histoires de collapsologie, à fantasmer une fin du monde qu'on imagine très proche, mais très loin en même temps, parce que c'est climatique, etc., machin, truc, muche. Et ça commence à monter au cerveau, ça commence à nous faire flipper. Et pour ne pas avoir à remettre en cause nos modes de vie, parce que c'est difficile de remettre en cause son mode confort, de vie. donc, oui. C'est pas évident. Hein. Maintenant, on peut commander sur prendre Internet. l'avion pour 30 balles pour aller passer un week-end. Des forfaits mobiles à 10 euros. Ce genre de choses. Alors forcément, demain, on n'a plus Internet, on n'a plus de réseau de télécommunications. Rien que ça, on n'a plus Netflix. Ah bah, je sais pas si on en est là, mais en tout cas, si tu veux, ces peurs d'effondrement fantasmées pour partie. Enfin, je veux dire, l'effondrement en singulier, c'est de la non-pensée en fait, à la limite. L'effondrement, si on veut que ce soit intéressant, faut à minima le mettre au pluriel. C'est-à-dire que il y a un effondrement écosystémique. C'est-à-dire que le pire qu'on imagine, la terre, boule desséchée, etc. Ça, c'est un fantasme, hein, ça n'arrivera pas. Par contre, l'effondrement écosystémique qui fait que la vie humaine et les mammifères en général pourront pas survivre sur la planète, ça, c'est un peu moins un fantasme, hein, quand même. Bon, là, il y a cet effondrement-là. Et ça peut être aussi un cycle. Et puis, il y a des cycles de toute manière. Mais l'effondrement, après, il peut être aussi économique. On est en train de le vivre. On l'a vécu il y a 10 ans. Dans notre civilisation, dans la société moderne, tous les 10 ans, on se tape une crise, l'effondrement économique.
ça fait des morts. Parce que je l'ai pas dit, mais l'effondrement écosystémique, si je l'ai dit, ça fait beaucoup, beaucoup de morts. L'effondrement économique, ça fait des morts. Et moi, avant la crise des Gilets jaunes, je croyais plus qu'il était possible un effondrement politique. Mais c'est ça qui est en train de se produire depuis la crise des Gilets jaunes, à l'échelle de la France, mais à l'échelle du globe. Il y a eu des révolutions en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a eu des révolutions au Soudan, en Amérique latine. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais en Chili, ça continue encore. Évidemment, On évidemment. n'en parle plus. Et l'effondrement politique est en cours. Et ça, c'est un effondrement. Il y a différents types d'effondrement. L'effondrement, plus il est politique, mieux ce sera, parce qu'on va pouvoir éviter un nombre de morts hallucinant. Le nombre de morts qui sont entraînés par une catastrophe économique, même en période de non-catastrophe, l'INSERM, qui est un institut officiel français, pas un institut marxiste ou je ne sais quoi, hein, a fait une statistique qu'il estime lui-même sous-estimée. C'est 14 000 morts par an. Depuis le chômage de masse, j'avais fait un petit calcul rapide, ça fait un demi-million de morts en France. En période crise, pas crise, je veux dire, indistinctement. Donc quand il y a une crise économique de l'ampleur de celle qui nous frappe actuellement, ça fait des morts. On les voit pas, c'est pas des virus, c'est des SDF, c'est des gens qui sont pas soignés. Alors on est en train de le voir et là la jonction se fait. Parce que au niveau de l'hôpital, en Italie, une grosse partie des morts sont dues à la paupérisation du système de santé. Voilà. Et ça, c'est lié aux crises économiques. Parce qu'on nous fait payer les erreurs des banquiers avec notre argent. Donc, on serre la ceinture pour pouvoir rembourser les dettes du casino des riches. Voilà. Donc là, on est en train de voir tous les liens. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est deux choses. À la fois notre incapacité, visiblement, enfin, médiatiquement en tout cas, ce qu'on envoie dans les médias, ce que pensent les gens, je sais pas, mais ce qu'on en voit dans les médias, ce qu'on en sent quand même dans les comportements des gens, c'est une certaine forme de déni. Et en même temps, comme dirait notre ami Emmanuel, moi j'ai l'impression que si jamais il devait s'avérer que cette crise fasse beaucoup moins de morts qu'escompté. Oui, parce que derrière, il y a le coût économique. Les gens vont peut-être se sentir roulés et le retour de bâton risque d'être violent. C'est-à-dire que si à un moment donné, on se rend compte qu'ils nous ont amusés et qu'on estime qu'ils ont été plus cyniques qu'incompétents, alors on va pouvoir revenir ça va peut-être très mal se passer pour leur matricule. Justement, le président Macron a fait part de certaines choses qu'on va pouvoir aussi également voir demain les conséquences, puisqu'il y aura apparemment des sanctions et que bon, il a mis en pause certaines réformes, notamment la réforme de la retraite. C'est une bonne chose. Bon, je fais une petite passe sur son allocution. Ouais. Allez. Ouais. Alors sachant que si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Vous nous appelez au 09 72 262 462 09 72 262 462 et vous pouvez passer sur l'antenne pour discuter avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Oui, effectivement. Alors moi j'ai pris quelques notes pendant son allocution. Bon, je tiens à le dire, c'était pénible, hein, le sketch du gars. Enfin moi je le résume comme ça. Hein. C'est peut-être pas politiquement correct en période de crise ou je sais pas. Moi ça m'agace fondamentalement de voir ce sketch d'un petit bonhomme, parce qu'en fait c'est un petit bonhomme qui fait du mauvais théâtre et qui dit aimez-moi, soyons tous unis, c'est la crise, enfin comme si ça pouvait marcher. Je veux dire, si d'aventure ça devait fonctionner le temps du confinement, 15 jours, 3 semaines, c'est ce que je viens de dire, le retour de bâton, mais il sera terrible en fait. C'est des apprentis sorciers ces gens. Je sais pas si vous connaissez la vidéo de Walt Disney de l'apprenti sorcier là, hein, le petit Mickey qui coupe les balais puis qui finit avec une inondation, mais c'est clairement ça ces gens. Ouais, c'est un bel exemple. Ouais, ça marche très très bien. Bon, donc pour revenir sur son allocution, alors il faut que j'arrive à parler dans le micro en même temps que je lis mes notes, c'est compliqué. Hop. Donc il y a un côté moralisant. Donc il explique le sketch en fait. Hein. Il nous rappelle que il a fait une intervention jeudi et que le gouvernement samedi a annoncé et organisé, à mon sens, la panique et comment dire le sabotage des élections municipales de façon plus ou moins délibérée, à vous de choisir. Ouais, sachant que le deuxième tour est reporté.
Alors, attends, je le fais dans l'ordre. Hein. Okay. Je le fais dans l'ordre de ce que j'ai noté hein, après. Hein. Donc, pour moi, ça nous annonce, il nous annonce une répétition du sketch. C'est-à-dire, le président fait une annonce, il fait le gentil, l'unisson, et puis les détails, c'est le premier sinistre. Je l'appelle sinistre, hein, pas ministre. Donc, bon, je pense que dans les prochains jours, si c'est pas demain, on aura une intervention du Premier ministre qui nous donnera les détails. J'ai noté, c'est la guerre. Alors, il l'avait pas encore dit à ce moment-là. On verra plus loin. C'est des mots qui ont. Voilà, il l'avait pas dit, mais c'était très clair. Hein. Donc, ensuite, par la suite, il l'a répété au moins 5 fois que j'ai noté. J'en ai peut-être raté une ou deux. Donc, on attendait les annonces. Hein. Bon, il a consulté les experts sur le terrain. Il faut réduire les contacts. À partir de demain midi. Hein, s'il y a apparemment déjà des choses qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est pas le couvre-feu dès ce soir, ça commence demain midi. En tout cas, c'est ce qu'a dit notre bon président. Il y aura des sanctions. Bon, pareil, ça va être notre premier sinistre hein, qui va nous les préciser parce qu'il n'en a pas parlé dans le détail. Donc, quelles seront les sanctions? Voilà, mais si on respecte pas les consignes de notre bon gouvernement, il y aura des sanctions. Bon, pourquoi pas. C'est là qu'ensuite il annonce le report des municipales. Donc, on pourra commenter le fait que c'est pas une annulation, c'est un report pour l'instant. Hein. Donc c'est pas la même chose, on en reparlera peut-être. Il nous fait le coup du c'est la guerre, 2 fois de suite quasiment, coup sur coup. Ensuite il nous annonce que la réforme des retraites, que toutes les réformes sont en pause, que la réforme des retraites est en pause. Et dans la phrase qui suit, une petite annonce inquiétante, qu'on a trouvé inquiétante tous les deux, hein, et ils vont gouverner par ordonnance pour tout le reste. Alors, évidemment, il nous a rassurés, ça sera que pour ce qui concerne la gestion du coronavirus. Alors, il faut expliquer que, justement, gouverner par ordonnance, ça veut dire que l'Assemblée nationale, comme le Sénat, ne sont plus du tout consultés. Voilà, les ordonnances, c'est... Alors, en fait, pour faire un rappel, bon, je pense que vous connaissez tous, mais la base de... c'est toujours bon à redire. La base de notre système démocratique, la démocratie représentative, qu'on peut par ailleurs discuter sur sa nature fondamentalement démocratique. Hein. La démocratie représentative, c'est discutable. On va pas le discuter là. Ce système-là de démocratie représentative, sa base, c'est la séparation des pouvoirs. Exécutif, législatif, judiciaire. Donc, l'exécutif, c'est le gouvernement. Le législatif, c'est les députés. Et le judiciaire, ce sont donc les juges. Quand le gouvernement gouverne par ordonnance, il chinte le législatif. Donc, il fait les lois tout seul. Donc ça n'est plus la démocratie, y compris selon leurs critères. Voilà, de démocratie bourgeoise. D'autant plus qu'on a parlé justement que demain il y avait un couvre-feu. Alors on ne sait pas la nature précise. Je ne sais pas s'il a employé les mots couvre-feu. J'ai pas noté ça, mais une réduction de liberté. Ça restait encore assez soft. Hein. Je pense que c'est vraiment le sketch gentil flic, mauvais flic. Hein. Macron, il donne les annonces. Voilà. Alors, et demain, ça met la panique, hein, je veux dire. Mais ça met la panique d'autant plus que c'est imprécis en fait. Et puis 1 ou 2 jours plus tard, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, le premier sinistre, il arrive et il donne le détail. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on verra si ça se reproduit. Hein. Moi, je suis pas devin, mais bon, j'ai l'impression que ça va se passer comme ça. Voilà. On a un appel justement qui arrive, on va le mettre en direct à l'antenne. Allez. Vous êtes en direct, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, c'était pour intervenir par rapport à un droit citoyen. Oui. Je suis en train de regarder l'émission. Oui. On a reconnu ta voix, Fabrice. C'est qui? C'est Nicolas. Salut Nicolas. Justement, tu voulais intervenir? Ouais, je voulais intervenir dans le sens où, en fait, moi, j'ai trouvé très flou le discours de Macron. Et il y a des choses que je comprends pas, en fait. C'est le fait que... c'est comme jeudi dernier, on avait un peu de mal à comprendre. Hein. C'est fait pour, c'est exprès. Mais dis tes inquiétudes, Fabrice. Il nous dit qu'on peut continuer enfin, pour ceux qui peuvent pas travailler sur le télétravail, à aller au travail. Alors, moi, je suis coincé en tant qu'intermittent du spectacle. Les spectacles, je risque pas de les faire pour l'instant. Mais à côté de ça, quand on va dans les grandes surfaces, on a aussi le fait qu'on rencontre énormément de monde en ce moment dans les grandes surfaces, c'est assez hallucinant. Et donc qu'on est en contact avec plein de personnes. Moi, j'avoue que je suis plus inquiet quand je vais dans les grandes surfaces et de côtoyer autant de personnes que voilà. Alors tu sais ce qui m'a choqué tout à l'heure, Fabrice, c'est que il y avait des caissiers qui avaient des gants. Et moi, je leur ai dit, mais ça sert strictement à rien, les gants que vous mettez, parce que c'est comme s'ils en avaient pas mis, en fait.
s'il les change pas tous les 5 minutes, il Oui, transfère voilà, le exactement. virus. Et puis même, on est dans des files d'attente. Derrière nous, on a des personnes. Devant nous, on a des personnes qui parfois toussent, des personnes, enfin, je veux dire, voilà, qui échangent. En plus, bon, moi, j'aime bien parler avec les gens aussi, donc voilà. Et à côté de ça, par contre, on n'a pas le droit de se réunir en famille. Moi, mes enfants sont chez leur maman. Et on m'a dit qu'avec les mesures de confinement et tout ça, eh ben, probablement que je ne reverrai pas mes enfants avant un certain temps, quoi. Ouais, parce qu'il n'y a pas de délai. Hein. Donc, Si, il y a un délai de 15 jours. Oui, en mais fait. Un délai de 15 jours. oui, mais mais ce sera probablement voilà. prorogé. Enfin, je sais pas. Si tu... Mais Fabrice, il faut pas t'inquiéter. En fait, si tu veux, c'est volontairement. Alors volontairement, j'en sais rien. Pour moi, c'est un sketch. Alors après, c'est pareil. Encore une fois, je veux pas paraître complotiste. Hein. Est-ce que c'est du cynisme ou de l'incompétence peu importe. Mais il est comme ça. Ils tiennent pas compte de la réalité. Ce mec est déconnecté en fait. Il a pas les pieds qui touchent le sol. Donc il dit des trucs. Et il a ni les pieds qui touchent le sol, ni les fils bien connectés en fait. Hein. On dit les fils qui se touchent quoi. Voilà. Donc en fait, il peut pas interdire aux gens de voir la famille. Il le déconseille fortement. Alors dans son expression, t'as raison. Il l'a présenté comme si c'était interdit, mais enfin non, c'est pas interdit. Non, tu peux sortir de chez toi. Tu vois, dans la même phrase quasiment, il te dit il faut pas voir ta famille. Et dans la même phrase, je te dis, mais tu peux aller faire tes courses, et puis tu peux même aller faire du sport si tu veux, mais juste pas avec tes amis, en fait. Donc ça n'a aucune espèce de sens. C'est complètement incohérent. J'ai reçu un coup de téléphone d'une éducatrice qui me dit, enfin, qui veille donc sur les enfants, voilà, et qui m'a appelé en me disant, en fait, pour l'instant, les enfants doivent rester chez l'un des parents et pas chez l'autre pendant le temps du confinement, quoi. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il faut arrêter de s'inventer des trucs, en fait. Je veux dire, limite, il faudrait pas l'écouter. Hein, mais bon, ça pareil, je veux pas me faire des amis si je dis ça. Ça va être voilà, c'est pas civique, quoi. Hein, mais voilà, c'est le bon sens, le bon sens. Moi, c'est ce qu'on avait évoqué, c'est avoir du bon sens. Voilà, moi je crois que je crois et je dis je crois à dessein, parce que je ne sais pas, mais je crois que c'est un gros rhume ou une grosse grippe. Voilà, bon, la grippe tue 13 000 personnes par an en France, entre 7 et 13 000. Donc voilà, on n'en est pas encore là en plus, hein. Et on n'a pas toutes ces mesures de précaution. Donc le bon sens, c'est de ne pas s'exposer inutilement, parce qu'il y a quand même des médecins et des professionnels qui, moi je crois qu'ils sont dans un emballement collectif, en fait, et qui s'affolent, et j'espère pour rien. Mais si on arrive à 300 ou 400 000 morts, et ben voilà, ça me paraît peu probable, à eux aussi, et ils le disent comme ça, mais on l'entend plus. C'est-à-dire que les médecins qui disent ce genre de choses disent c'est peu probable, c'est le cas le pire, parce qu'on ne connaît pas le virus, c'est des scientifiques en fait. Et eux, ils parlent d'un 0,1%, et nous, et les journalistes et systèmes médiatiques, on entend ah putain merde, on va tous crever. Voilà. Donc qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes quand tu as la grippe, la gastro? Eh ben tu fais pareil. Tu fais pareil. Il y a des absurdités en fait énormes, parce que d'un côté. C'est surtout le ton grave qu'il emploie qui. Oui, voilà, d'un côté, non mais même, il y a une certaine forme d'absurdité, parce que, enfin bon, moi je suis allé voter dimanche, et franchement j'ai eu moins peur, enfin j'ai pas eu peur d'ailleurs, d'aller voter dimanche avec toutes les précautions qui étaient prises, alors que tout à l'heure je suis allé faire mes courses, et vu le monde qu'il y avait, j'étais plus inquiet, je me suis... Ben maintenant, on est dans une certaine forme, les médias ont installé une certaine forme de psychose. Oui, à force de les regarder surtout. À ce moment-là, j'ai pensé, je me suis dit, mais finalement, s'il y a un risque, j'ai beaucoup plus de risques en venant acheter, en faisant mes courses. Il n'y a pas de risque, Fabrice, il faut écouter ce que disent les médias et les médecins. Le risque, il est systémique. Il y a une émission, je vous conseille d'ailleurs, si vous avez peur, qui est, moi...
j'ai fait un commentaire sur cette émission parce que je trouvais qu'elle parlait pas assez du déni dont je parlais tout à l'heure en fait. Moi, ça m'a permis de prendre conscience de ça, du déni bourgeois, de l'indécence à ce qu'on est, nous les riches, à se vautrer dans la peur quand il y a des gens qui meurent du typhus. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'exemples. J'ai pris que celui des enfants parce qu'il est frappant, mais il y en a tellement d'autres. Bon, bref. Oui, surtout qu'il y en a 8500 de moyenne par jour. Voilà, depuis des années. Bon, bref. Mais quand même, sur tout ce qui touche à cette maladie qui est réelle et qui est quand même potentiellement dangereuse pour quelques centaines à quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de personnes en France, il y a une émission d'Arrêt sur Image qui a été mise à disposition gratuitement, parce qu'Arrêt sur Image, c'est un site payant, mais on la retrouve sur YouTube, sur Facebook et sur le site d'Arrêt sur Image gratuitement, avec Jean-François Salacasse, qui est le médecin qui a interpellé Macron récemment à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est neurologue et un médecin réanimateur, donc c'est sa spécialité quand même, hein, ce qui est réanimation et qui est le cœur du problème actuellement. Donc voilà, je peux vous résumer assez vite ce qui s'est dit dans cette émission, mais voilà, alors, si vous êtes inquiet, allez voir cette émission. Elle est vraiment très bien. Que si moi je tousse pas parce que je suis malade, je tousse parce que j'ai la fumée de la cigarette de Nicolas. En fait, si tu veux, je parlais pas du degré d'inquiétude, je parlais plus de l'absurdité qu'il y avait, parce que bon, les médias ont fichu la trouille quand même aux gens au point où il y a eu très peu de votants, par exemple, ce dimanche. Mais ils ont eux-mêmes peur, hein, je pense. Par exemple, donc on ne sait pas si les familles vont pouvoir se retrouver ou pas, et en même temps, les endroits où il y a le plus de risques, on va dire, dans les grandes surfaces, j'ai vu qu'aujourd'hui aussi, dans la région parisienne, les moyens de transport continuaient de fonctionner pour une grande partie d'entre eux, en tout cas. Moi, il me semble que les gens ont plus de risques de choper il y a des choses qui ne sont pas possibles, coronavirus dans les grandes surfaces. Oui, mais il n'y a pas les infrastructures en petit commerce pour fournir les gens en nourriture, en fait. Donc, si on ferme les grandes surfaces, et c'est ce dont les gens ont peur, en fait, si tu veux, parce que ça leur paraît logique, mais ça n'est juste pas possible. Et encore une fois, c'est pas la peste. Hein, donc voilà, mais on ne peut pas fermer les grandes surfaces. Elles distribuent 80 à 90% de la nourriture. Surtout quand on dépend. C'est quand même dans les moyens de transport qu'il y a le plus. Dans les moyens de transport, j'ai vu un dessin d'Alan Barth qui était super intéressant et qui disait mais vous allez réduire les moyens de transport, du coup les gens ils vont être plus nombreux dans moins d'espace et ça va faciliter la contamination. Donc oui, il y a des absurdités dans leurs mesures, évidemment, Fabrice. Surtout que souvent les bus sont surchauffés, ce qui permet aussi de... Mais il paraîtrait que ça tue le virus, mais ça je sais pas si c'est des genres de fake news. Non. Par contre ça les développe, ça c'est sûr. Il me semble. Ouais. Il me semble. Bon bref, en tout cas, je veux dire... je crois pas que ce soit très utile de se concentrer sur leurs incohérences. Je veux dire, ça nous fait bouger le curseur. Hein, tu vois, on a notre curseur de cynisme et puis leurs incohérences. Bon ça nous fait sombrer du côté de leur crétinerie en fait, si tu veux. Ils sont aussi en panique. Hein, ça reste que des humains. Hein. Faut pas les voir comme des gens purement cyniques et très intelligents. Enfin, je veux dire, surtout ils sont pas aussi cons qu'ils en ont l'air. Mais... Ils ont quand même plus de chances que nous. C'est qu'eux, ils sont quand même un peu plus à l'abri si il y avait une pandémie. Il y a une pandémie. Il y a une pandémie. Hein. Donc voilà. Après, il faut mesurer. C'est une pandémie. Pour l'instant, ils minimisent. Ils ont des chiffres qui pourraient penser que justement, ça pourrait être comme en Italie. Donc forcément, ils ont un peu plus peur. Les chiffres de contamination sont faux en fait. Ils le disent eux-mêmes, les chiffres de contamination. On teste plus les gens. En fait, les chiffres de contamination. Ça coûte trop cher en plus. Ça coûte trop cher, puis c'est pas utile en fait. Donc ce qui se passe, ils ont tout fait en retard. Alors après, encore une fois, par cynisme ou par bêtise, je ne sais pas. Mais fermer les frontières, c'était utile au tout départ. Fermer les frontières maintenant, ça n'a plus aucun sens. Surtout que les voyageurs qui venaient de Chine au début du coronavirus, c'était plein. Et c'était même inquiété que quand ils arrivaient à l'aéroport à Paris, il n'y avait pas de protection qui était mise en place. Donc voilà, bon alors après tu as tout un tas de tout un tas de mesures qui arrivent à chaque fois 2 semaines trop tard. Hein, voilà. Donc après pareil encore une fois à vous de faire mettez votre curseur hein, par cynisme ou par incompétence, peu importe, mais à chaque fois c'est 2 semaines trop tard. Et dans un feuilletonnage
qui pareil. Le feuilletonnage, c'est ce que j'appelle, tu vois, ils le mettent en feuilleton. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, t'as Macron qui intervient, puis le premier sinistre. Là, ce soir, c'est Macron. Ensuite, ce sera le premier sinistre. Moi, j'ai évité les sketchs du ministre de la Santé. Je les ai pas trop vus, mais il y en a eu plein. Voilà. Donc, ils organisent en fait la communication en faisant de la rétention d'informations. Enfin, voilà, il n'y a aucune transparence. Le ministre de la Santé a été assez alarmant quand même dimanche soir. Bien sûr. Sur les plateaux de télévision, et je pense qu'il a été correct par rapport à cela. Je veux dire, il a mis quand même en garde qu'il y avait quelque chose qui se passait et que les gestes simples, juste les gestes simples à préconiser pour éviter de transmettre le virus, il suffit juste de les appliquer au quotidien. Oui. En fait, il a juste dit ça, c'est que ayez un peu de bon sens, faites en sorte justement de vous laver les mains plusieurs fois par jour. Quand vous éternuez, vous faites ça dans le coude. Quand vous toussez, vous faites ça dans le coude. Moi, c'est quelque chose que je fais au quotidien. J'ai pas attendu. Voilà, sauf qu'il y a des gens qui font tout et n'importe quoi, comme d'habitude. Moi, je ne crois pas que le problème, ce soit les gens. Vraiment. Il faut arrêter. Là, on rentre dans leur truc de communication gouvernementale. C'est la faute aux gens. Les gens sont bêtes. Ils font les courses. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient bêtes. J'ai dit simplement c'est qu'il faut faire qu'ils prennent les choses par plus attention. Voilà. Le virus, il est déjà partout, en fait. Je veux dire, ce genre de choses, ils ont 2 semaines de retard. C'est un virus qui, à 80% des cas, est asymptomatique. Ce matin, j'ai vu un médecin qui disait il y a 50% des cas, ils ne le sentent pas passer, ils ne sont même pas au courant. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est ultra contagieux. C'est impossible, il est déjà partout. Les taux de contamination, ils sont énormes. Mais après, coronavirus, moi je le dis, je ne l'ai pas entendu beaucoup. Hein. Je l'ai entendu au tout départ de la maladie par un infectiologue de la Pitié-Salpêtrière. Donc pas un rigolo. Des souches de coronavirus, il y en a 4 dans la population. Qui circulent depuis des années et ça n'a même pas de nom en fait, on appelle ça un rhume. Hein, d'accord. Donc cette souche-là, elle est plus dangereuse, potentiellement mortelle, etc. Je ne veux pas minimiser, mais quand même, je veux dire, c'est pas la peste, une fois. Je vais devoir raccrocher, mais en tout cas l'émission est très très intéressante et je vous remercie de l'avoir animé, de l'animer comme ça. Avec plaisir, Fabrice. Ça permet ça apporte un certain apaisement dans cette oui, parce que c'est le but. Généralisée. Oui, bien sûr. Donc on prend des exemples, hein, forcément, mais voilà, il faut pas psychoter, il faut juste faire attention aux gestes du quotidien, et ça suffit amplement. Ok. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Fabrice. Au revoir. Au revoir. En tout cas, on a passé un bon moment. Donc, si vous aussi, vous voulez participer en direct sur l'antenne, un seul numéro, c'est le 09 72 262 462 09 262 462 et on se fera un plaisir d'échanger avec vous en direct sur l'antenne de Droits Citoyens, le média libre et citoyen. Vous pouvez également partager cette vidéo pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent s'informer et éviter justement de psychoter devant des images où on vide des rayons, où les gens font la queue devant les commerces et voilà. Donc, le magasin reste ouvert. Voilà, et donc, et puis de toute manière, on est en France et il y a des stocks, quoi qu'il en soit. Alors moi, j'ai fait 7 ans dans la grande distribution, ça peut servir. Hein. Donc j'ai fait 15 mois aux urgences adultes au CHU de Saint-Étienne, donc je sais de quoi je parle quand il faut se protéger et autres. Et j'ai travaillé 7 ans dans la grande distribution, donc je sais comment est organisée la grande distribution en France et en aucun cas, je veux dire, il faut prendre preuve. Il y a toutes les enseignes au niveau national achètent des stocks pour que les prix soient les plus bas possibles. Donc, ils ont des stocks, des réserves de 3 à 6 mois. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On a des industries qui fabriquent de l'alimentaire en France. Après, il y a tous, et même les papiers toilettes. Il faut arrêter de se jeter dans les rayons parce que franchement, je fais du papier. Ça, c'est des images en plus qui sont véhiculées. Les gens ne se comportent pas comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des exemples après à chaque fois, mais globalement, c'est pas l'émeute. Je veux dire, on se raconte des histoires sur l'imbécilité des gens, alors qu'en fait, c'est collectif. C'est ce qui est très bien expliqué en fait d'une autre manière dans cette émission d'arrêt sur image dont je faisais la promotion. Là, vraiment, elle est très intéressante. C'est 2 médecins, des professionnels qui expliquent comment ça fonctionne. Le risque, il n'est pas individuel, il est populationnel en fait. Il est lié à des taux d'épidémie, il est lié, enfin moi je le redirais moins bien que, vraiment si ça vous inquiète, allez voir cette émission, elle est vraiment très bien faite. Par ailleurs après, sur les comportements des gens,
Ça, c'est très très grave en fait. Alors justement, on va voir demain le comportement des gens parce que le président Macron, lors de son allocution de ce soir, a utilisé 5 fois de suite le mot « nous sommes en guerre ». Oui, mais ça, c'est vraiment, c'est vraiment de la gesticulation. Pour moi, ils savent pas comment refermer le couvercle d'une colère sociale qui ne désemplit pas depuis 1 an et demi. Je veux dire, elle s'accumule depuis des dizaines d'années. Hein, donc c'est une façon de battre en retraite de façon plus politiquement correcte. C'est ce qu'il vient de faire. Il vient d'annoncer la mise en pause de la réforme des retraites. Donc le coronavirus tombe au bon moment. Parce que ce type est un psychorigide de première et qui pouvait pas supporter l'idée de dire je reviens en arrière, machin. Donc là, il trouve une pirouette pour dire pour le bien de la nation, je mets ma réforme en pause. Et vous voyez comment j'y ai tenu. Ouais. J'ai tabassé des gens dans la rue pour qu'on la garde. Alors justement, on va faire une petite pensée à toutes les personnes depuis plus d'1 an qui ont battu le pavé, les gilets jaunes. Et également la réforme de retraite. Nous étions présents à Lyon comme à Paris et à Toulouse. Les blessés, les mutilés, les morts. Alors nous, on n'était pas sur place à ce moment-là, mais on a vu des images puisque les violences policières est un fait. On ne généralise pas. Là aussi, le fait est que la violence policière est un tout. Simplement, si on généralise, c'est systémique. Hein. C'est une violence d'État. Oui, mais c'est pas violence des individus. Je veux dire, c'est pas tous les policiers. Enfin, moi, je généralise. Oui, bon. Ouais. C'est un gilet jaune, c'est normal. Il sait de quoi il parle parce qu'il va dans les manifs, donc je pense qu'il a eu pas mal de coups de bâton, Nicolas. Non, ça va. Non, aucun coup de bâton. Les manifs à Saint-Étienne sont plutôt pacifiques. On a eu quelques régionales et quelques manifs un peu costauds, bouffé beaucoup de gaz lacrymogène, quelques projectiles. Voilà, il y a eu des blessés à Saint-Étienne, hein, quand même. Il y a eu quelques moments violents, mais c'est pas le cas général dans les manifs à Saint-Étienne. On a quand même, pour faire un lien, un gamin de Syrie qui est venu se réfugier en France. Il avait 14 ans l'année dernière quand il a perdu un œil suite à un tir de flashball. C'était où ça? À Saint-Étienne, en face du lycée Foriel, je crois. Voilà. Donc Adi s'appelle, je crois. Donc son dossier est en cours d'instruction à l'IGPN. Il a quitté un pays en guerre. Ouais. En bonne santé pour venir perdre un œil en France. D'accord. Sous la répression de notre bon petit père des peuples. Et ça, je ne le savais pas. C'est assez hallucinant. Ouais. C'était quel mois? En janvier. En janvier 2019. Ah ouais, j'étais déjà dans le sud à ce moment-là, d'accord. Ouais. Ok. Donc en fait, voilà, donc c'est un peu dommage parce qu'il y avait beaucoup d'événements qui se déroulaient. Il y a eu la marche pour le climat, qui a dû être annulée dans plusieurs villes de France. Et il y a eu beaucoup d'événements et c'est un peu dommage parce que les gens, ils avaient besoin justement de sortir parce que on était dans une forme de contestation générale avec la réforme des retraites, avec la destruction de la sécurité sociale, de la protection sociale en France, parce qu'il y a aussi le chômage et d'autres. Et puis là, on se retrouve avec plus rien, en fait. Moi, j'espère qu'ils ont des preuves scientifiques vraiment costauds pour étayer tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je vais pouvoir argumenter un petit peu parce que j'ai téléphoné à mes collègues aux urgences au CHU de Saint-Étienne aujourd'hui. Ils m'ont dit que ça allait, que c'était pas plus... voilà, ça allait. Oui, mais voilà. après, il y a des grands médecins, etc., qui ont, qui calculent des choses d'incertitude, etc. Ce que je voulais dire, moi, c'est que dans les partis politiques, qui ont été convoqués 2 fois déjà, pour savoir si on reportait les élections ou pas, j'ai vu quelqu'un du PS, hein, pour te dire, c'est pas des énervés, hein, le PS, hein, c'est un bout de Macron, le PS. Hein, voilà. Dimanche soir, sur France 3, qui disait, mais là, c'est pas possible. Nous, on veut les éléments scientifiques pour pouvoir discuter. En fait, le gouvernement ne donne pas toutes les informations. Alors moi, aux gens avec qui ils sont censés co-décider, en fait. Alors moi, j'ai eu un message justement qui a été retransmis et qui a été émis par le Centre de recherche épidémiologique et statistique de la Sorbonne Paris-Cité, qui, je vais juste prendre la fin, nous partons sur une durée de crise en mois et d'une gravité sans précédent. Vous devez bien sûr rester en contact avec vos responsables d'équipe et vos staff. Et ça, c'est un message interne hôpitaux. Donc, voilà, je veux dire, pour certaines équipes de recherche, ce que nous vivons actuellement est très grave. Reste à pouvoir le voir dans le temps. Voilà. Si le confinement est une mesure de prévention, c'est pas présenté comme une mesure de prévention.
je pense ce qui se passe là, c'est basé sur des projections worst case scénario, quoi, au pire. Après, il faudra voir dans la réalité. Là, en fait, dans le passer. même message, il indiquait que les nouvelles données de modélisation sont très robustes et les projections sont parfaitement cohérentes, et bien pire encore que nos scénarios pessimistes. Il est devenu déraisonnable de prendre les transports publics et nos déplacements doivent être réduits au strict minimum. Écoute, moi, je suis pas médecin. Je suis pas médecin, donc. Voilà. Donc il y a quand même un collectif de médecins qui avait appelé samedi à faire en sorte que les élections municipales soient reportées. Donc c'était à titre préventif et que là aussi il y avait une incohérence par rapport à ça. Voilà. Il est 21h59. On va pouvoir clôturer cette émission sur le coronavirus. On fait une petite analyse finale par rapport à tout ça en disant qu'il ne faut pas s'alarmer pour autant, qu'il faut vivre au quotidien, qu'il faut prendre bien entendu connaissance de l'évolution de l'épidémie, mais sans trop avoir peur de ce qu'on voit à la télé. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vident des magasins que c'est la fin du monde ou que on va tous mourir. Il faut quand même relativiser par rapport à ça et prendre du recul et surtout penser justement que dans le monde entier, notamment dans les pays du tiers-monde, il y a des gens qui meurent tous les jours de faim, alors que nous, on remplit nos caddies. Dit comme ça, je sais pas si ça aide de beaucoup, mais moi, je voudrais avant la fin en remettre une petite couche quand même sur ce qui se trame politiquement pendant qu'on est pris dans les phares de la voiture, en fait. Hein. Et l'image, moi, je l'utilise souvent sur le catastrophisme et l'effondrisme, en fait. Quand ça fait peur à un point tel qu'on se comporte comme des lapins devant les phares d'une voiture au milieu de la route, en fait, c'est dangereux. Et ce qui se trame politiquement, m'inspire rien de bon. C'est-à-dire qu'on parle dans les médias ouvertement, comme si c'était quelque chose de possible, d'utiliser l'article 16. L'article 16, je le rappelle, c'est les pleins pouvoirs au président de la République. Alors justement, dérive démocratique. On va pouvoir en reparler demain par rapport aux annonces qui seront faites à midi. Je ne sais pas s'il y aura des annonces de demain à midi, hein, on verra bien. Moi, j'imagine que oui, mais on verra. Les annonces, il y en aura probablement par le Premier ministre ou par le ministre de la Santé, on verra bien. Oui, certainement par le Premier ministre. Ouais. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le glissement, il est progressif. Pour employer une autre image, c'est celle de la grenouille dans la casserole, en fait. Hein, quand on chauffe l'eau tout doucettement, la grenouille finit par cuire. Quand on plonge la grenouille dans une casserole d'eau chaude, elle s'échappe et elle survit, en fait. Et là, ce qui se passe en termes de glissement démocratique, puis républicain, c'est-à-dire que sur le 49.3, je vous le rappelle, ça paraît loin maintenant, mais le 49.3, il a été décidé il y a 2 semaines. Un samedi, avec tout ce qui s'est passé, ça paraît loin. Il a été décidé un samedi en fin de journée, en sortie d'un conseil des ministres à 17h. Dédié au coronavirus. Donc depuis ce moment-là, mais encore avant déjà, en fait, ce virus est instrumentalisé par nos gouvernants. Voilà. Encore une fois, hein, je le redis. Et c'est bien d'avoir rebondi justement sur ce 49.3 parce que oui. C'est important de s'en rappeler. Et les élections municipales ont été sabordées un samedi. Alors je vous le dis, camarades, méfiez-vous du virus, mais surtout méfiez-vous des samedis. Hein, parce que visiblement, ils sont en train de nous tuer. C'est plus la démocratie qu'ils sont en train de foutre en l'air là, c'est la République, c'est les institutions républicaines. Et je suis pas fondamentalement républicain, moi je suis plus démocrate que républicain. Mais de la démocratie, on en a tellement plus que maintenant on s'accroche à la République et à l'état de droit en fait. Et l'état de droit, il recule. Ça fait 20 ans qu'il recule dans les banlieues, ça fait 1 an et demi qu'il recule dans les centres-villes avec les gilets jaunes. Je veux dire, les policiers sont lâchés délibérément. C'est un système politique, on le voit. Ça, pour faire encore des références. Il y a un article de Mediapart très intéressant sur ça. Je ne les porte pas dans mon cœur, Mediapart en plus, mais celui-là est intéressant sur les pratiques du préfet allemand. Et c'est une dénonciation des hauts fonctionnaires de police et de gendarmerie sur la systématisation. Alors évidemment, ils emploient des mots, ils disent il faut percuter. En termes de maintien de l'ordre, comme ils disent, quand on dit percuter, ça veut dire taper sur la gueule. C'est-à-dire, c'est des ordres. C'est pas des individus et des flics qui sont lâchés, ils font pas comme on leur dit, tout ça. Il y en a quelques-uns qui sont pas bons. Non, on leur demande de le faire explicitement, en fait. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a pas de problème. Tous ces glissements-là, dans les moments de panique, quand on a peur pour soi, quand on a peur du coronavirus, peut-être changer de focale. Hein, ça permet aussi, en prenant un peu de recul et en réfléchissant à ce qui se trame
au niveau du gouvernement, ça vous permettra peut-être de déplacer la peur à un endroit qui mérite notre attention en tant que citoyen. Très bien. Merci Nicolas en tout cas d'avoir participé à cette émission. Quartier Général, vous étiez sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Cette émission est en rediffusion replay sur la page Facebook droitcitoyen.info et sera également replay sur la web radio que vous pouvez écouter sur radio.fr et Orange Radio. Vous recherchez Droit Citoyen en un seul mot, elle sera en replay demain soir à partir de 20h. Merci d'avoir été à notre écoute et très bonne soirée à tous et à tous et surtout relativisez. Très bonne soirée. Vous cherchez un média de proximité, un média proche du citoyen, qu'il soit en plus neutre et indépendant. Alors dites oui à Droit Citoyen, car ce qui nous intéresse chez Droit Citoyen, c'est de vous redonner la parole. Droit Citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.